Bonjour à tous, alors aujourd'hui un cours sur l'aire urbaine, les aires urbaines en France, avec une étude de cas sur l'aire urbaine parisienne, dans le cadre du programme de 3e en géographie. Donc là nous en sommes à la 3e partie de cette étude de cas. D'abord nous avions fait une étude générale avec la dynamique de la population parisienne au sein de l'aire urbaine. Puis ensuite nous avions étudié une partie d'un quartier de la ville-centre, le quartier des Halles. Aujourd'hui, nous allons étudier une commune de banlieue au sein de l'aire urbaine, et il nous restera à faire une petite étude sur Ablis-en-Yvelines dans la couronne périurbaine, et puis un croquis de synthèse ou un schéma de synthèse. Donc si on avait à se localiser aujourd'hui, donc dans ce chapitre 3, donc nous avions fait le constat que l'aire urbaine était composée de 3 parties. D'abord la ville-centre, ça nous l'avons étudié avec le quartier des Halles. Puis ensuite, une partie qu'on appelle la banlieue. Nous allons étudier ici le cas de Nanterre, qui se trouverait approximativement ici, au nord-ouest de la ville de Paris. Et puis avec Ablis-en-Yvelines, nous étudierons la couronne périurbaine. Voilà pour un petit effort de localisation de Nanterre, pour ceux qui ne connaissent pas la région parisienne. Alors, si on montrait cela sur une carte, ici la ville de Paris, pour que vous ayez quelques repères dans cette région-ci, vous avez Rungis avec les halles qui ont été déplacées à Rungis, on l'avait étudié la précédente fois, et dans ce cercle vous avez la ville de Nanterre. On est approximativement à 11 km de la Tour Eiffel et entre le centre-ville de Nanterre. Donc voilà, si on avait à faire quelques petites localisations. Alors nous, on va essayer d'étudier quels sont les usages de la banlieue au sein de l'espace de l'aire urbaine parisienne, quelles sont les particularités de cet espace par rapport à la ville-centre et par rapport à la couronne périurbaine. Et les usages, évidemment, vont nous intéresser en particulier. Alors, le premier point, on le passera relativement vite, puisque nous l'avions déjà vu avec les Halles. Le premier usage de cette banlieue, ça a été d'expulser loin de la ville-centre toutes les activités polluantes, bruyantes, gênantes. Et on avait vu ça notamment avec le quartier des Halles, un quartier magnifique, très populaire, dans lequel il y avait surtout des halles destinées à l'alimentation de Paris. On a rappelé que le quartier des Halles, on avait appelé ça le ventre de Paris. Simplement, installer des halles de boucherie, de charcuterie, de fruits et légumes, c'est bruyant, ça crée des embouteillages, il y a des nuisances sonores, des nuisances en termes d'odeur et d'hygiène, et donc ça avait été expulsé loin dans la banlieue, dans la ville de Rungis. La ville de Nanterre n'a pas échappé à la règle, et elle a également accueilli des activités industrielles qui sont gênantes au sein de la ville-centre. Alors dans le cas de Nanterre, il y avait 2 activités principales. Nanterre a été longtemps une ville rurale, jusqu'à la fin du 19e siècle, et puis début 20e, elle s'industrialise, avec 2 points phares. Alors d'abord les papeteries. Nanterre n'est située pas très loin de la Seine. Les activités de papeterie ont besoin d'eau, et donc vous allez avoir notamment de gigantesques papeteries, donc la fabrique de papier, de carton, à Nanterre. Deuxième visage, deuxième symbole de cette industrialisation de Nanterre, vous allez avoir les usines de biscottes Eudebert qui apparaissent en 1907 et qui disparaissent en 1968. Eudebert est le premier fabricant mondial de biscottes dans les années 1950 et son usine se trouve à l'intérieur de Nanterre. Donc Nanterre fait partie de ce qu'on a appelé la banlieue rouge ou la banlieue ouvrière, avec des activités très polluantes et très gênantes telles que les papeteries, ou alors des usines qui ont également leurs nuisances en termes d'odeur, en termes d'emprise sur l'espace, comme les usines Eudebert. Donc ça c'est le premier aspect de cet usage de la banlieue. On déplace les activités industrielles, les activités les plus gênantes. Deuxième usage de cette banlieue, c'est un usage qu'on va dire de logement. On avait vu que la ville-centre était en train de se gentrifier, donc des populations relativement aisées s'y installent, et donc quel est le premier espace à accueillir ces populations plus populaires qui ont été chassées du centre? Eh bien notamment ce sera la banlieue, donc l'espace le plus proche de la ville-centre. Alors Nanterre est intéressante à plus d'un point.
en termes de logement. Donc c'est ce que nous allons y développer surtout aujourd'hui, l'usage locatif, l'usage habitation de cette aire urbaine, avec notamment un quartier, on ne peut pas faire tous les quartiers de Nanterre, mais notamment un qui est très célèbre, qui s'appelle la Cité des Tours-Nuages à Nanterre, qui a été terminé en 1779 par l'architecte Émile Héliot. Donc on va essayer d'étudier ce quartier-là qui est un peu surprenant si vous avez l'occasion d'y aller. Il y a un effort, certains diront une catastrophe, mais un effort en tout cas d'originalité, avec des tours circulaires, avec des dessins de nuages, d'où le nom de tour nuage. Vous voyez, tout est circulaire, donc vu du ciel, ça ressemble vraiment à des nuages. Donc je vous propose d'abord d'aller faire un petit tour dans ce quartier, et puis ensuite nous verrons pourquoi ce quartier-là, et quelle est sa particularité, et pourquoi s'installer à Nanterre. Alors, peut-être que vous connaissez ce logiciel. C'est un logiciel qui s'appelle Google Earth. Beaucoup de professeurs l'utilisent. C'est un logiciel relativement simple que n'importe qui peut télécharger. Vous tapez Google Earth sur votre ordinateur, vous tapez le nom de la ville ou du quartier que vous souhaitez voir. Alors moi j'ai tapé Nanterre Tour Nuage et je me retrouve sur ces tours nuages. Et puis après vous avez tout un petit appareillage pour vous permettre de vous rapprocher. Donc nous on va aller voir ces tours nuages. Ces tours nuages on les voit là. Vu du ciel ça ressemble à ça. On va s'approcher un peu plus près. Et puis on va mettre la fonction 3D pour aller se promener dans le périmètre. Voilà donc à quoi ressemblent ces tours nuages si on avait à se promener à l'intérieur. Donc un quartier très original. Si vous vous déplacez un tout petit peu, puisqu'on est toujours dans la localisation de ce quartier, vous n'êtes pas très loin du quartier de la Défense, avec notamment la Grande Arche de la Défense, et puis le quartier des Affaires de la Défense, qui se trouve vraiment à quelques kilomètres de nos tours nuages. Donc on est à la périphérie d'un des quartiers d'affaires les plus riches d'Europe, et un quartier au contraire extrêmement populaire, ce quartier des tours nuages. Donc on va aller se balader encore un petit peu, c'est quelque chose que vous pouvez faire encore une fois librement sur ce logiciel, c'est tout à fait gratuit. Je vous conseille d'aller faire 2-3 petites recherches en géographie sur ce chapitre là ou sur d'autres. Voilà à peu près si on avait à se localiser. Donc revenons à notre étude de cas en particulier. Donc on va essayer de comprendre ce quartier là et pourquoi ses formes, pourquoi s'installer à Nanterre. Donc pour cela nous allons étudier un texte de 2005, un peu ancien mais qui pose bien déjà les problèmes de ce quartier là. Un article paru dans le journal Le Monde, le très coûteux entretien des tours nuages de Nanterre, avec donc voilà notre problématique. Les tours nuages de Nanterre. Quelle horreur! Se serait exclamé le président Valéry Giscard d'Estaing en apercevant les tours nuages de l'architecte Émile Héliot, alors en construction à Nanterre, dans les Hauts-de-Seine, en 1976. En ces années kitsch, Émile Héliot, mort en 1988, faisait pourtant figure de précurseur parmi les concepteurs des grands ensembles. Son credo, casser la boîte, pour, selon lui, humaniser les logements sociaux. La réalisation de la Grande Borne à Grigny, ou du grand ensemble de Chanteloup-les-Vignes dans les Yvelines, l'avait désigné comme un pionnier de la courbe et de la couleur, bref, un nouvel urbanisme. Dans ce texte-là, hormis la réaction que beaucoup d'entre vous devaient partager, et qui était celle déjà du président de la République Valéry Giscard d'Estaing, qui s'était crié « mais quelle horreur !» en regardant ce quartier absolument abominable, on voit bien quelles sont les intentions de l'architecte et des concepteurs du quartier. D'abord, accueillir une population extrêmement populaire qui avait été chassée de la ville-centre, donc du centre-ville de Paris, chassée par les loyers notamment. Ils sont accueillis d'abord dans un premier temps dans les quartiers de banlieue. Problème, puisque ce sont des populations qui sont relativement peu fortunées, on avait pris une façon classique de les loger, c'était ce qu'on appelle, c'est ce qui est marqué ici dans ce texte, les grands ensembles. Et donc il fallait, c'est ça la première intention du quartier de la tour de Nanterre, la tour nuage de Nanterre, c'était casser la boîte, c'est-à-dire faire une forme de logements sociaux qui soit plus agréable. Typiquement, vous avez ce genre de logement qui était conçu en banlieue pour accueillir les populations les plus populaires.
Alors vous avez notamment les tours, alors, il n'y a pas que la tour de Nanterre, mais des tours de forme rectangulaire, ou alors vous avez ce qu'on appelait les barres, c'est-à-dire une gigantesque barre d'immeubles. Là par exemple vous êtes à Saint-Étienne, dans le quartier de Montchauvet. C'est un immeuble ou une barre qu'on avait surnommé la Grande Muraille de Chine, que les habitants de Saint-Étienne avaient surnommé la Grande Muraille de Chine, à cause de ses dimensions. 270 mètres de large, 450 logements, 19 étages de hauteur. Et quand vous rentriez dans Saint-Étienne, vous aviez donc cette barre qui apparaissait, qui aujourd'hui a été dynamitée parce qu'elle est conçue justement comme étant trop laide. Et la grande idée de Émile Héliot, donc le créateur des tours-nuages de Nanterre, ça a été de casser un peu ces grandes barres qui sont laides, qui sont tristes, monotones. Et sa grande idée à lui, c'est plutôt que d'avoir des grandes barres, c'était de faire des quartiers circulaires, des quartiers amusants, colorés. Alors dans le texte on vous dit qu'il avait notamment, il est notamment le réalisateur du quartier de la Grande Borne à Grigny en Essonne, son quartier de 1967, et on voit bien, au lieu d'avoir des grandes barres, c'est une forme de grande barre, là on est bien d'accord, mais au lieu d'avoir une grande barre uniforme, droite et plutôt triste, donc lui c'était plutôt des formes circulaires qu'on retrouve dans le quartier des Tours-Nuages, de la couleur, et l'idée c'était d'en faire un quartier beaucoup plus animé, beaucoup plus gai, beaucoup plus joyeux. Alors là on vous dit, vous avez ça à la Grande Borne, vous avez ça également à Chanteloup-les-Vignes, donc voilà, c'était la grande idée de ce quartier-là. Le résultat c'est 18 tours. Vous avez notamment 2 tours de 38 étages. Alors au départ, il était prévu que les 18 tours seraient toutes de 38 étages, ou au moins seraient de forme d'une hauteur assez considérable. Finalement, c'est Valéry Giscard d'Estaing qui, voyant cette horreur, a demandé qu'on arrête les dégâts, et que finalement il n'y ait plus que 2 tours de 38 étages. Cela fait 1600 logements, donc 1600 familles qui vivent là-bas. Voilà, un quartier qui n'est pas négligeable. Alors pourquoi construire autant de logements? Pourquoi construire ces barres? Parce que finalement on pourrait avoir des petits logements individuels, on pourrait avoir des petits immeubles. Bon, il y a évidemment une question de coût, ça coûte de l'argent de construire cela, il y a peut-être un manque de place, quoique en banlieue c'est pas forcément le problème, mais il faut bien comprendre quel est le problème de ces quartiers populaires en banlieue, notamment à Nanterre. Il faut comprendre que les tours nuages sont construites pour mettre fin à une forme de logement qui ont retrouvé en banlieue parisienne, dans beaucoup de grandes villes, qui était ce qu'on appelait auparavant les bidonvilles. Alors les bidonvilles, vous en avez étudié en 6e, notamment quand vous avez fait le Brésil, quand vous avez fait certaines grandes villes d'Amérique du Sud, mais il faut se comprendre que les bidonvilles, vous en y aviez également en banlieue parisienne, notamment à Nanterre. Nanterre avait les plus grandes bidonvilles de France. Là vous avez notamment la préfecture des Hauts-de-Seine qui est en construction, là on est en plein cœur de Nanterre, et avant que la préfecture des Hauts-de-Seine soit construite, il y avait à la place une gigantesque bidonville. Là ici, vous avez le quartier de la Défense qui est en construction, et puis juste ici, sur ce qui va devenir le quartier des Tours-Nuages, le bidonville de Nanterre, qui est absolument considérable. Alors, au-delà du côté c'est beau ou c'est laid, chacun aura un avis très tranché sur ce qu'est ce quartier de Tours-Nuages. Il faut comprendre à quoi il servait. D'abord mettre un peu de beauté dans une banlieue qui était faite de grandes barres et de tours absolument atroces, et qu'aujourd'hui on a plutôt tendance à vouloir dynamiter, et puis mettre fin à un habitat populaire précaire qui était les bidonvilles. Les bidonvilles à Nanterre disparaissent au début des années 1980, notamment grâce à ce type de construction qu'aujourd'hui on ne comprend plus, qu'aujourd'hui on voit comme quelque chose d'horrible, comme le summum de la laideur, mais qui a été pourtant un gigantesque progrès dans les années 1970-1980. Alors aujourd'hui, on est presque 40 ans après la construction du quartier des Tours-Nuages. Alors c'est vrai que si aujourd'hui vous allez dans ce quartier-là, c'est pas très réjouissant. Aujourd'hui ça fait partie de ce qu'on appelle les quartiers chauds de la banlieue, donc un quartier plutôt dégradé, avec du trafic de drogue, des immeubles en mauvais état.
Alors il faut comprendre que l'architecte a voulu faire quelque chose de très beau, très esthétique, mais ça coûte extrêmement cher à entretenir. Alors par exemple, ce qui pose problème à l'office HLM qui s'occupe de cela, sont notamment les fenêtres. Alors l'architecte Émile Elio voulait absolument des fenêtres en forme, oui, de petites pétales d'arbres. Vous voyez, vous avez l'arbre ici qui se reflète sur l'immeuble, avec ici ces fenêtres en forme de feuilles, donc très jolies. Le problème c'est que quand ces fenêtres se dégradent, il faut les remplacer, et donc il faut commander des fenêtres avec cette forme-ci, et ça coûte extrêmement cher. Donc des coûts d'entretien extrêmement élevés, un quartier populaire qui se dégrade également, très fort chômage, trafic de drogue, petite délinquance, donc un quartier qui aujourd'hui doit se reposer une question: comment rénover les usages de la banlieue? D'abord un usage industriel, qui sont encore un peu, un usage locatif qui s'est considérablement dégradé, et donc face à cela, vous avez plusieurs possibilités d'évolution de ce quartier. Alors, depuis 2019, il y a un projet de rénovation du quartier, de rénovation urbaine du quartier de la Tour-Nuage. Donc nous allons lire ce petit texte du 23 mars 2019, la fin de l'utopie des Tours-Nuages, qui a été diffusé sur le site de France 3. Je vous lis le texte. Sa profession de foi, à l'architecte, Émile Elio, construire un univers poétique pour les pauvres. Mais le projet initial a vieilli, un programme de rénovation est lancé, le temps passant, le quartier a connu des problèmes, trafic de drogue, un taux de pauvreté important, un environnement dégradé, ça on l'a vu, les tours elles-mêmes fatiguent, infiltration d'eau, fenêtres qui se décrochent. Ça, nous venons de le voir également. Pour répondre aux dégradations, l'Office HLM de Nanterre a lancé un programme de rénovation à partir de 2020. Cela concerne l'utilisation même de ces tours. 5 ou 6 tours devraient abriter des bureaux. Cela reviendrait à déplacer le tiers ou la moitié des 4500 personnes qui vivent dans ces tours. Le renouvellement du paysage urbain et social est prévu à 2 pas de la Défense. Voilà qui fait de la zone des Tours-Nuages un endroit convoité. Nanterre a d'abord eu un usage industriel, accueillir les usines polluantes et gênantes du centre-ville. Puis elle a eu un usage d'habitation, accueillir les populations populaires qui fuient le centre-ville de Paris. Désormais, on voit une nouvelle évolution de ces usages. Le quartier se dégrade, et donc plutôt que de rénover indéfiniment les immeubles, l'Office HLM et la mairie de Nanterre ont décidé de transformer une partie des Tours-Nuages en quartier, non pas d'habitation, mais en immeuble de bureaux. L'idée, c'est qu'il y a 18 tours, et bien prendre 5 ou 6 tours, donc il resterait 11 tours d'habitation, et 6 tours de bureaux. L'idée, elle est louable. D'abord, rénover ces immeubles qui se dégradent. Ensuite, apporter du travail dans un quartier qui a du chômage. Et puis, apporter un peu de mixité sociale, c'est-à-dire pas uniquement des populations pauvres, mais également faire venir des populations un peu plus riches qui donneront un peu, qui casseront un peu l'image dégradée de ce quartier-là. Alors, il y a un avantage considérable à cela. On est juste à côté des tours de la Défense, qui sont des gigantesques immeubles de bureaux avec des assurances, je vous remontre cela, avec des assureurs, des banques. Alors, le quartier de la Défense, c'est ça, pour ceux qui ne connaissent pas. On est vraiment juste à côté, on est à 2-3 km du quartier d'Émile Elio. Donc ici, si on va se promener, ici vous avez le quartier des Tours-Nuages, vous traversez la rue et vous arrivez dans le quartier de la Défense avec la Grande Arche, ici. Donc l'idée c'est que les tours qui seraient le plus proches de la Défense, que la Défense en fait s'agrandisse au détriment des Tours-Nuages pour rénover ce quartier-là. Ça c'est le grand projet. Donc désormais, les Tours-Nuages et Nanterre trouveraient un nouvel usage, d'abord industriel, puis après d'habitation, et désormais un espace tertiaire, c'est-à-dire basé sur les bureaux, et tout ce genre de choses. Alors, si on regarde cette rénovation urbaine, il y a des adversaires de cela, il y a des arguments pour, il y a des arguments contre, il y en a qui sont contre cette rénovation urbaine, et notamment Julien Lacaze, c'est toujours le même texte, on va continuer à le lire, qui dirige une association intitulée Sites et Monuments, qui est dédiée à la protection du patrimoine, et qui s'oppose fermement à la reconversion en immeubles de bureaux de tous ces immeubles d'habitation.
Pour Julien Lacaze, de l'Association pour le patrimoine, sites et monuments, ce n'est pas en détruisant le bâti patrimonial que l'on résout les problèmes sociaux. Cette tentation de faire fuir la misère en créant des tsunamis urbains est également à l'œuvre à Perpignan. Soigner le patrimoine peut en revanche être l'occasion de rebâtir une certaine mixité par un apport de population plus favorisée, ce que les habitants souhaitent dans une certaine mesure. Les nouvelles façades nickel-chrome devraient rassurer les cols blancs de la Défense, mais rien ne garantit le maintien sur place d'une classe défavorisée, chère à Elio. Donc, quelle est l'idée de Julien Lacaze? D'abord, on peut trouver ça beau, on peut trouver ça laid, mais ça fait partie du patrimoine du XXe siècle. Et d'ailleurs, en 2008, là, il y a une certaine protection qui a été accordée à ce quartier, puisqu'il a été désormais considéré comme ayant le label patrimoine architectural remarquable du XXe siècle. Deuxième chose, la rénovation urbaine n'est pas anodine. La rénovation urbaine, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous dynamitez les bars comme à Saint-Étienne, mais que faites-vous des habitants qui habitaient dans ces bars? Si vous décidez de reconvertir 5 à 6 tours en bureaux, que faites-vous des populations qui habitaient dans ces bars ou dans ces tours? Vous allez les envoyer encore plus loin, vous allez les expulser de la banlieue. D'une certaine manière, que vous décrit Julien Lacaze, eh bien, il y a eu la gentrification de la ville-centre. Désormais, vous avez une gentrification, donc un remplacement des populations pauvres par des populations aisées dans cette banlieue. Donc ici, Julien Lacaze propose autre chose, refaire à neuf les immeubles de Émile Elio. Une fois que ces immeubles seront neufs, cela attirera de nouvelles populations et pourquoi pas les cadres supérieurs qui travaillent juste à côté dans le quartier de la Défense. Alors nous sommes en géographie, pas en cours de politique, donc il n'y a pas à dire lequel des deux textes a raison ou tort. Il faut rénover ce quartier, ça il y a une unanimité, le quartier est dégradé. La question est que va-t-on faire de ce quartier-là? Donc il y a un conflit d'usage, on ne sait pas très bien quel usage on donnera à ce quartier après la rénovation urbaine. Donc il y a les partisans d'une rénovation totale, il part du constat qu'il y a la dégradation du quartier, qu'il n'y a pas de mixité sociale, il n'y a que des populations pauvres, et donc la proposition c'est soit de détruire certaines tours et bars, ou en tout cas de transformer des cités HLM pauvres en immeubles de bureaux plutôt luxueuses. Les adversaires de la rénovation, eux, s'effraient de la gentrification du quartier, ils s'effraient de la destruction du patrimoine, et eux, ils préféraient qu'on réhabilite, donc qu'on refasse à neuf ces immeubles, et cela devrait suffire pour attirer de nouvelles populations. Donc, je suis encore un peu réservé sur l'avenir de ces cités, il est encore trop tôt pour le savoir. Le début de la rénovation s'enclenchera en 2020, nous y sommes, donc il faudra voir à l'usage ce qu'il en deviendra. En tout cas, je vous fais remarquer qu'il y a un fort débat sur cette évolution du quartier. Là, ici, je vous donne par exemple une affiche d'un syndicat anarchiste qui s'appelle la CNT, qui pose la question, rénovation urbaine, gentrification, que restera-t-il de Nanterre une fois que le Grand Paris se sera construit et étendu? Donc nous retiendrons les mots de rénovation urbaine, de logement social, de patrimoine architectural, de tertiaire, de services, de gentrification. C'était donc le deuxième espace de cette zone urbaine, de cette aire urbaine. Il nous restera à faire la couronne périurbaine avec Ablis en Yvelines. Nous verrons ça la prochaine fois. Je vais terminer avec vous avec une petite visite du quartier des Tournuages. Donc ce sont les dernières images que l'on voit de ce quartier-là avant sa rénovation. Je ne sais pas quelle est votre opinion personnelle. Est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est laid? Est-ce qu'il y a encore des possibilités de le réhabiliter? Est-ce qu'il y a des possibilités de retrouver un nouvel usage à ces quartiers? Je vous remercie à tous, en tout cas, de m'avoir écouté. Et puis, nous nous retrouverons lors d'un prochain épisode de Géographie. Au revoir à tous, et d'ici là, ne cherchez pas les histoires, c'est moi qui vous en trouve.